je pense qu'on va pouvoir reprendre. Si vous voulez bien, je vois qu'il y a du monde qui arrive tranquillement et sur le Facebook aussi, donc je me dis qu'autant y aller. On va pas se laisser abattre, comme on dit. Alors, je vous remets la présentation. Ouais, on était parti, Nina. On était sur une bonne lancée. Pardon encore pour cette espèce d'interruption basse, lamentable. Nina, tu peux, vas-y, quand tu veux. Ouais. Alors, donc, j'en étais... Attends, je mets en plein écran. Ok. Donc, j'en étais à vous raconter les différentes voies donc, par lesquelles la personnalité juridique peut être octroyée, que ce soit d'ailleurs, c'est valable pour les droits de la nature en général, mais autant toute autre chose. Donc, je vous avais parlé de la loi avec le Wanganui en Nouvelle-Zélande, on avait parlé de la Constitution aussi, qui est une autre voie particulièrement symbolique pour reconnaître des droits à la nature et la personnalité juridique en général. On avait vu la voie aussi judiciaire, donc par le juge, ou administrative éventuellement, pardon, donc par le juge, qui là dénote un peu de l'originalité et puis aussi d'une façon d'avancer un peu différemment dans le processus. Et enfin, j'étais en train de vous parler de la voie du référendum, donc, qui a été utilisée pour le lac Erie aux États-Unis. Donc, je vous disais, c'est à côté de la ville de Toledo. On en a entendu pas mal parler au début de l'année. Donc, en fait, pour vous situer un petit peu les faits, c'était des algues toxiques qui s'étaient installées qui avaient proliféré sur le lac et qui a jusqu'à en rendre son eau impropre à la consommation pendant plusieurs jours, impactant donc toute la population de la ville à côté, qui est quand même une ville assez conséquente. Et donc, ce référendum, il est venu à la base d'une pétition citoyenne. Donc, c'est vraiment les citoyens qui sont venus demander à ce qu'on vienne inscrire dans la charte de la ville de Toledo les droits de la nature pour empêcher que ce genre d'épisode se reproduise à l'avenir, car on sait que les algues toxiques sont dues à des pollutions. Donc ça a été accepté, ça a été voté même assez massivement. Alors dans mes souvenirs, c'était quelque chose comme ça, plus de 70% de majorité. Au final, ça a été déclaré inconstitutionnel par un juge parce que ça, en fait, ça dépassait un peu les pouvoirs de la municipalité, d'après ses dires. Mais il a quand même qualifié ça d'un but assez noble et très intéressant. Donc c'était plus vraiment sur du droit pur qu'un avis sur les droits de la nature. Donc voilà, ça c'est globalement les quatre façons de reconnaître la personnalité juridique. Alors ensuite, on a je vais passer du coup la parole à Samy. Merci, Nina. Donc, on a vu personnalité, on a vu qu'est-ce qu'on entendait par droits fondamentaux. On a vu la personnalité juridique, l'histoire un peu de la personnalité juridique. On a vu comment peut être attribuée cette personnalité juridique avec des exemples des cas dans le monde. Et maintenant, on va voir sur quoi on peut s'appuyer, hein, puisqu'on a vu que la personnalité juridique était existante depuis des millénaires dans le droit, tout comme la notion d'objet de droit et sujet de droit. Alors ici, sur quoi s'appuyer? Ben, c'est très simple. On va revenir sur, je vous le disais, les dispositifs fictionnels quelque part, hein, en tout cas créés par les humains pour pouvoir protéger des intérêts. Et dans notre droit actuel, notre droit positif français, hein, nous avons des dispositifs qui permettent de protéger ce que nous considérons comme les plus faibles et d'avoir instauré des mécanismes qui permettent de faire valoir leurs droits ou d'effectuer des actes que nous considérons comme essentiels pour eux, mais qu'on ne les laisse pas effectuer d'eux-mêmes. En cela, je prends l'exemple des mineurs. Les mineurs, ce sont les parents, hein, qui sont responsables de leurs actes et qui sont également tributaires de leurs droits, quelque part. Donc, c'est eux, hein, qui, justement, se permettent d'exercer leurs droits, car nous considérons que les mineurs ne sont pas dotés de discernement. Et c'est un peu la même chose pour ce qu'on appelle les majeurs protégés. Donc, en cela, je fais référence à la tutelle ou à la curatelle, hein, qui sont encore des mécanismes de protection qui font appel surtout à ce qu'on appelle la représentation. C'est-à-dire que vous avez un représenté, donc une personne qui n'exerce pas ses droits, ou en tout cas qui les exerce, mais qui va faire appel à un intermédiaire, un représentant. Et ce mécanisme de représentation, il est, je vous le disais, existant, mais il est parfaitement transposable dans les modalités, hein, sur lesquelles on peut
On peut discuter. Alors ça, c'est probablement un sujet sur lequel on peut s'épancher très longuement, hein, sur les méthodes de représentation, mais on peut l'adapter parfaitement à des entités naturelles. C'est-à-dire que nous pourrions avoir un représentant, par exemple, que sais-je, la forêt, le représentant de la forêt, qui pourrait exercer le droit attribué à la forêt en son nom devant les tribunaux pour soit demander la réparation, soit justement faire valoir ses droits dans un éventuel litige. Et c'est ce qu'on va voir dans la diapo d'après, c'est ce que Nina va vous présenter, les différents droits que nous pourrions attribuer aux entités naturelles. Donc voilà, cette diapositive, elle va vous présenter rapidement les plus grands droits qu'on a pu d'ailleurs observer concrètement, qui ont été reconnus dans certains pays. Donc, vous allez voir en les lisant, donc on a le droit d'exister, le droit de se développer, le droit au maintien des cycles naturels, le droit à agir en justice. C'est des droits vraiment très basiques, ce sont des droits essentiels. En fait, on peut les assimiler à nos droits fondamentaux en tant qu'humains. C'est des droits vraiment fondamentaux, autrement dit. Et plus particulièrement, j'aimerais appuyer sur le droit à agir en justice, qui est particulièrement important. Effectivement, la personnalité juridique va venir conférer des droits, et un de ceux-là va donc être cette capacité à agir en justice qui permet donc de venir défendre ses intérêts propres. Donc, ça voudrait dire qu'une forêt qui soit reconnaître la personnalité juridique va pouvoir défendre ses intérêts propres, donc au travers des mécanismes que Samy vient de vous expliquer. Donc vraiment, on a un accès à la justice qui est complètement renouvelé, qui est complètement différent. On a une approche complètement différente grâce à ce droit. Et je voulais aussi vous parler d'un droit un petit peu plus particulier qu'on retrouve aussi, qui va être un droit à ne pas. Donc, par exemple, tous les exemples que vous avez en dessous, c'est des exemples très concrets. Donc, le fait de ne pas subir de dégradation, d'atteinte, bon, ça coule de source, on va dire. Il y en a d'autres un petit peu plus originaux. Donc, par exemple, le droit de ne pas faire d'objet de modification génétique ou de brevet. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est issu d'une déclaration de droit qui en fait vient conférer des droits à du manoumin. En fait, c'est du riz sauvage. Donc concrètement, c'était la première déclaration de droit qui venait conférer des droits vraiment à une espèce, en l'occurrence de plantes. Et donc cette espèce, grâce à cette charte de droit, n'a pas bénéficié du droit de ne pas subir de modification génétique, ce qui est quand même assez novateur, on va dire. Et il y a aussi, par exemple, le fait de ne pas subir les impacts du changement climatique, ce qui est quand même très intéressant. Alors, on peut voir effectivement que c'est très large, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais c'est quand même une valeur symbolique très forte que de reconnaître ce genre de droit à la nature. Hop. Alors, donc, on va pouvoir passer à la seconde partie. Donc, après vous avoir présenté la théorie, un peu le côté plus théorique de l'attribution de la personnalité juridique de façon générale en droit et avec quelques exemples tirés des droits de la nature, on va venir vous montrer à quoi finalement qu'est-ce que ça va nous permettre, à quoi ça aspire cette attribution de droits à des entités vivantes. Donc on va d'abord voir dans un premier temps, on va faire un petit rappel sur tout ce qu'on a vu pour mettre un petit peu en perspective, et ensuite on aura une approche éco-centrée, puis une approche biocentrée. On va vous expliquer la nuance qu'on fait entre les deux. Et vous avez une petite citation de Thomas Berry, qui est un des grands penseurs des droits de la nature, donc qui estime qu'on doit reconnaître vraiment ces trois droits basiques à chaque composante de la communauté de la Terre. Donc voilà, ça laisse rêveur. Samy, je te laisse continuer. Oui, merci Nina. Donc oui, exactement ce qu'elle vient de vous dire. C'est-à-dire qu'on va vous présenter maintenant les aspirations, les objectifs quelque part affichés sur cette théorie. Mais avant, on va d'abord se pencher sur ce qu'est la théorie avec l'ensemble des éléments qu'on vient de voir précédemment, les mécanismes juridiques, les droits, la personnalité juridique et comment on l'attribue. Alors, cette théorie d'attribution de droits aux entités naturelles, elle est assez récente, on va dire. L'intégration en droit, elle date de 1972 et elle est issue d'un litige qui opposait une des compagnies Disney en rapport avec l'aménagement du territoire, notamment l'installation d'un projet, alors je crois que c'était un ski
une infrastructure de ski sur une forêt de séquoia, entre autres. Et donc, ce litige qu'on peut retrouver, nous, il y en a pléthore d'exemples des litiges en général de l'aménagement du territoire dans lesquels on a justement un intérêt naturel, quelque part, si on peut dire ça comme ça, une entité naturelle, une forêt, une rivière, et de l'autre côté, en général, un pétitionnaire, un gros projet. Ça, notre droit ne manque pas d'exemples, et encore aujourd'hui, on se retrouve avec des projets assez lourds sur l'aménagement du territoire. Donc ça, je ne vais pas détailler sur ce point, mais simplement retenir que cette opportunité, ce simple litige, a permis à un juriste américain, Christopher Stone, de publier un article en 1972, donc en parallèle de ce procès, en disant, mais pourquoi ne pas attribuer à des entités naturelles, donc des arbres, des oiseaux, des animaux, des forêts, des droits qui seraient, lors de ce genre de litige, mis en balance avec les intérêts privés humains et qui pourraient donner une solution tout autre à l'issue du litige, à savoir pourquoi ne reconnaîtrions pas à la fois ces droits et le droit à la vie d'une forêt, d'un oiseau. Donc, pourquoi n'annulerions-nous pas le projet, l'installation, au nom du respect de ces droits. C'est un peu comme ça que ça s'est finolé, mais on va dire que d'ordre général, les États-Unis sont assez avant-gardistes sur la notion d'écologie. Je pense notamment à l'écologie radicale et je pense surtout à la philosophie américaine du début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, avec Thoreau, avec Aldo Leopold, qui justement, eux, prônaient une sorte d'interdépendance qu'on va voir dans un instant, mais surtout un tout dont fait partie l'être humain. Alors, cette théorie se veut positiviste dans le sens où, en rapport avec ce qu'on a vu précédemment, c'est une création humaine d'un système, de mécanismes, d'artifices fictionnels pour permettre la protection de droits et l'attribution de droits à des entités. Donc, vous voyez que ce qu'on a vu tout à l'heure avec la grande théorie, maintenant se met un petit peu en forme. Donc, on a vu les différents droits qu'on attribuait, les différents exemples. Et maintenant, on va s'intéresser aux objectifs qui sont affichés par la reconnaissance, cette fois, de droits aux entités naturelles, par-delà le monde, donc avec différents cas et différents exemples que nous aurons l'occasion d'illustrer. Donc, dans un premier temps, Nina vous le disait, nous avons distingué deux. Alors c'est vrai qu'il y a une belle citation de Christopher Stone que je vais me permettre de lire, justement. Le droit des entités naturelles ne sont pas des droits naturels, ce sont des fictions juridiques. Un droit n'est pas une sorte de substance étrange que l'on a ou que l'on n'a pas. Ce sont des procédures juridiques qui font exister un droit. Vous voyez qu'on rejoint vraiment le cœur de la théorie, le côté fictionnel. Et là, dans cette partie, on va voir que, quelque part, on va toucher les limites de notre droit positif. Je vous le disais, le système juridique est fait pour la protection d'intérêts, qu'il soit à la fois flou comme l'intérêt général, qui n'est pas la somme des intérêts privés, intérêts individuels, ou les intérêts individuels, les intérêts privés. Et ici, nous allons voir à travers nos différents points, distingués dans deux approches, les limites de notre droit positif et qu'est-ce qu'on pourrait finalement y apporter, ou en tout cas, on va essayer d'amorcer un début de réponse, puisque c'est vrai que là, en quelques temps, ce ne sera jamais très exhaustif. Donc, la reconnaissance de droit à la nature, je ne passe plus sur l'attribution de droit, mais bien la reconnaissance de droit. C'est une théorie, je vous le disais, de fin des années 60, début 70, qui part du postulat, plusieurs postulats, on en a choisi deux à ce moment précis. On a choisi l'insuffisance du droit positif dans la protection de la nature, c'est-à-dire que vous avez une inefficacité du droit actuel face à une urgence, l'érosion de la biodiversité, le dérèglement du climat, qui font que finalement, avec nos outils actuels, notre dispositif, c'est insuffisant dans la protection de la nature et de la biodiversité.
Ensuite, la deuxième chose, le deuxième mouvement auquel participe justement cette reconnaissance, c'est également la reconnaissance de modes de vie et de communautés qui s'y attachent. Parce que les droits de la nature dans leur ensemble, hein, au-delà de la théorie que nous avons vue ensemble, c'est surtout la reconnaissance d'un mode de vie centré autour de l'harmonie de l'humain avec, cette fois, le mot va bien, environnement. Donc, c'est l'harmonie de l'être humain avec ce qui l'entoure. Donc, ce n'est plus non seulement l'humain contre quelque chose, hein, donc on pourrait dire nature, c'est considérer que l'être humain fait partie d'un tout interdépendant et qu'il nous faut non plus regarder le droit comme servant un intérêt contre un autre, mais devant participer aux échanges, justement, et réassurer cette interdépendance. C'est pour ça que ces objectifs-là, on va prendre beaucoup d'exemples, hein, pour vous illustrer un peu. On l'a distingué dans une approche éco-centrée. Alors, on l'a plus défini ici pour le bien de cette présentation comme reprenant les intérêts autres que humains, donc exclusivement non humains, et une approche biocentrée qui, là, au contraire, fait apparaître justement l'interdépendance que l'être humain a avec le reste des éléments naturels. Je vais laisser Nina justement traiter de la première approche, hein, l'approche éco-centrée. Effectivement. Donc, quand on se place de ce point de vue éco-centré, on peut remarquer que donc, la reconnaissance des droits de la nature pourrait permettre deux choses, dont la première, qu'on va détailler ici, serait de venir protéger les intérêts qui sont propres à la nature. Donc, ne plus s'intéresser seulement aux intérêts des humains, mais venir regarder les intérêts de la nature. Donc, c'est l'idée assez classique de passer donc, de l'anthropocentrisme vers l'écocentrisme. Donc, d'arrêter de prendre de voir la chose sous le prisme de l'humain au centre, mais de venir placer peut-être la nature au centre, ou en tout cas essayer de trouver un équilibre différent, c'est ce qu'on verra ensuite avec Samy. Et même au-delà des intérêts de la nature, on va peut-être venir carrément prendre en compte le rôle et les fonctions de la nature, enfin, des différentes composantes de l'écosystème pour venir défendre cela. Donc ça s'oppose un peu à une théorie qui est beaucoup utilisée depuis quelques années en matière d'environnement en général. Donc, c'est l'idée des services écosystémiques. C'est une théorie particulièrement intéressante, particulièrement riche, qui nous permet vraiment de venir mettre en perspective beaucoup de services qui sont rendus en fait par la nature aux humains et dont on ne se rend pas forcément compte. Donc ça a permis vraiment dans un premier temps peut-être de donner conscience aux gens de tout ce que la nature fait finalement pour nous soutenir, enfin fait sans le vouloir, hein, mais dont on s'appuie dessus en tout cas. Et donc en fait cette théorie, vous le voyez, je suis désolée, la qualité du schéma n'est pas terrible, mais c'est vraiment l'idée que va y avoir des différentes catégories de services dont l'humain bénéficie, et ce sont tout simplement des cycles et des éléments naturels présents dans tous les cas. Et le problème en fait de cette théorie qui, comme je vous le disais, nous permet de mettre un peu les choses en perspective, qui a quand même ses intérêts, c'est qu'on se place forcément dans un cadre de vue purement anthropocentrique. Donc on se place du point de vue d'un humain. Quel bénéfice il peut retirer de la nature finalement. Donc c'est assez limité comme théorie, c'est assez fermé. Le problème aussi, c'est que cette théorie est particulièrement reprise dans les objectifs de développement durable, donc les ODD qui sont développés au niveau des Nations Unies. Donc c'est vraiment un point de vue qui a imprégné toute cette vision de l'environnement depuis quelques années et qui, à nouveau, je le répète, qui a ses intérêts, mais qui est quand même assez limité et ne prend pas vraiment en compte toute la partie de préserver la nature pour elle-même finalement. Donc on reste à nouveau dans une perspective très économique, très même capitaliste par certains aspects. Donc on l'a beaucoup vu avec l'exemple de la pollinisation qu'on a pu chiffrer même à un certain moment, ce qui est très intéressant, qui nous permet un peu de se rendre compte de ce dont il s'agit. Mais en réalité, donc, on va venir protéger la pollinisation uniquement pour les apports qu'elle nous fait. Vous voyez les limites de ce point de vue-là. Or, effectivement, les droits de la nature viendraient en fait venir reconnaître donc, ces droits et donc la possibilité de les défendre et donc la possibilité de prendre en compte vraiment les intérêts et les fonctions personnelles, entre guillemets, enfin propres
qu'ont ces éléments de la nature. Et ensuite, donc, toujours dans cette idée d'approche écocentrée, la reconnaissance des droits de la nature permettrait une seconde chose, c'est de venir intégrer une dimension préventive dans la protection. À l'heure actuelle, on n'y est pas vraiment. En droit français, notamment, on a depuis vraiment très peu de temps la reconnaissance du préjudice écologique. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la question, on a fait un excellent webinaire la semaine dernière présenté par Maître Mabille, donc n'hésitez pas à aller le voir sur la page Facebook, elle est toujours disponible. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur la question parce qu'il y a déjà de quoi faire sur ce webinaire-là. Mais donc globalement, on est venu reconnaître quand même une valeur propre à la nature au travers de ce préjudice écologique, une valeur intrinsèque, mais on ne peut pas estimer que ce soit suffisant parce que c'est toujours en réponse en fait à une atteinte, c'est toujours dans la réaction et pas encore dans la prévention. Et alors, une idée donc, qui permettrait d'apporter un peu plus cette dimension préventive, ce serait d'institutionnaliser la nature au sens de l'intégrer toujours dans les processus dans les processus de décision de politique publique, d'aménagement, de toutes sortes de choses qui vont la concerner en fait. Concrètement, c'est possible et ça se fait pour le cas des fleuves Wanganui et Atrato, où en fait leurs représentants, donc je vous le disais tout à l'heure par exemple pour le fleuve Wanganui, c'est un membre de la tribu concernée et un membre du gouvernement, donc c'est paritaire, il y a de l'égalité. Et donc ces représentants vont venir vraiment défendre les intérêts de l'entité vivante qui le représente dans toutes les décisions qui vont les concerner, de près ou de loin d'ailleurs, c'est quand même assez général. Et alors ce sont deux exemples donc en Nouvelle-Zélande et en Colombie. Mais en France aussi, il y a quand même on peut déjà voir un mouvement qui s'amorce sur ce point. Donc, il y a une initiative en Corse qui va en ce sens. Et par exemple aussi l'initiative du Parlement de Loire, donc en fait, qui est encore un projet, mais où l'idée est donc de venir reconnaître, instituer plus exactement, un Parlement au bénéfice d'une entité non vivante, ce qui ne s'est encore jamais fait, pour venir défendre au mieux ses intérêts et en même temps les mettre en balance de façon tout à fait respectueuse, on va dire. Donc tout ça pour vous dire que l'idée d'institutionnaliser la nature pourrait vraiment permettre d'avoir cette approche très préventive dans les atteintes de la nature, ce qui est évidemment bien mieux qu'une approche punitive a posteriori. Et que vraiment, on n'en est pas très loin en France finalement. Ça nous semble être des concepts assez, ça peut sembler être des concepts assez lointains, assez éloignés de nos cultures même, mais en fait, on n'en est vraiment pas loin. Et c'est des choses qui vont se développer rapidement dans les années à venir et qui sont particulièrement intéressantes. Hop. Et maintenant, Samy va pouvoir vous présenter le point de vue un peu plus biocentré. Merci Nina. Tu viens de dire quelque chose d'essentiel dans la compréhension justement de cette théorie et de cette mise en application, c'est le rôle et les fonctions que les différents éléments naturels, nous compris, avons. Donc cette idée d'interdépendance que vous avez entre nous et la nature. Et ça, ce lien d'interdépendance, il est retranscrit dans pas mal de décisions qui reconnaissent justement les droits de la nature. Alors, c'est pour ça que l'approche biocentrisme, il faut le voir comme une sorte de tout dans lequel seraient inclus les individus humains. Donc, c'est vraiment quelque chose de global. Et on va le voir à travers deux principes. Donc, le principe numéro 1, ça va être le principe de l'interdépendance entre la vie humaine et le vivant. Et le deuxième grand principe, c'est la reconnaissance de droits bioculturels. Et ça, on verra, ça dépasse simplement la simple existence de l'humain avec le reste du vivant. Alors, dans un premier temps, donc, cette approche biocentrisme, Nina vous le disait, on s'intéresse aux fonctions et aux rôles. On est un peu moins dans la protection des intérêts des uns et des autres, au collectif, que nous avons dans notre système juridique. On s'intéresse beaucoup plus au rôle qu'a une entité naturelle avec les 10 autres individus. Et en cela, est-ce que, Nina, tu peux me placer à la diapo suivante? En cela, justement, vous avez un certain nombre d'amorces juridiques qui sont faites
en droit français avec la loi du 8 août 2016 qu'on appelle biodiversité, qui justement replace un peu, hein, certains commentateurs disaient l'humain fait son entrée dans le code de l'environnement. C'est un peu cocasse, mais c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Hein. C'est justement l'approche écosystémique, hein, et plutôt qui replace l'être humain là où il est, finalement, hein, une espèce parmi les autres. Et la deuxième notion qui n'est pas encore véritablement consacrée par le droit positif français, si ce n'est dans un rapport délivré par le ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est la notion de limite planétaire. Hein. Donc cette notion-là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un autre paradigme à considérer. Nous ne vivons plus simplement avec nos propres besoins et intérêts à protéger, mais nous sommes dans un ensemble dans lesquels nous avons des signes avant-coureurs qui nous alertent sur l'impact de nos activités. Autrement dit, les limites planétaires permettent de fixer un seuil au-delà desquels tout retour en arrière est quasiment impossible. Il y a une notion d'irréversibilité, mais il y a surtout une notion de limite à l'activité humaine. Et ça rentre parfaitement dans l'approche quelque part biocentrée, à savoir que nous ne faisons partie, nous ne sommes qu'un rien dans un tout. Alors, ça, c'est l'interdépendance que nous avons centrée dans le biocentré. Vous avez un certain nombre de décisions de justice qui rappellent justement, hein, cette interdépendance entre la santé humaine, ici on s'intéresse simplement à l'existence, la vie humaine, et les entités naturelles. Vous avez une décision qui sort un peu de l'aménagement du territoire qu'on a très souvent dans les décisions reconnaissant les droits à la nature. Vous avez une décision de mise sur le marché de produits sanitaires phytosanitaires en Argentine qui justement fait le lien entre donc l'interdiction que le juge statue, l'interdiction de mise sur le marché parce que cause à la santé humaine et reconnaissance de droit à la nature, car justement les impacts vont au-delà, hein, de la santé humaine, mais également sur la nature et les entités naturelles en tant que telles. Ça, c'est une décision de l'Argentine, je vous le disais, mais vous avez une décision dont Nina vous a parlé précédemment. C'est deux décisions en réalité, il y en a deux dans le même mois. En 2017, en mars 2017, Uttarakhand, dans l'État indien, vous avez la reconnaissance du Gange, du Yamuna, et vous avez ensuite le glacier Gangotri dans lequel prend la source, si vous voulez, du fleuve Gange. Et ce juge, alors la décision est, je trouve, remarquable, puisque vous avez à la fois une théorie juridique qui est mise en pratique, mais vous avez également une approche très philosophique. Vous avez une approche spirituelle, hein, puisque pour eux, le Gange est une divinité, mais vous avez une approche également au niveau de l'interdépendance. C'est ce que je vous mettais en dessous de la petite photo, c'est que pour le juge, la violation des droits des écosystèmes s'apparente à la violation de droits humains. Alors là, on est vraiment sur un niveau supérieur, hein, de la personnalité juridique, hein, quoique on est finalement à l'égalité des personnalités juridiques, mais c'est intéressant de le souligner. Alors ça, c'est pour ce qui est justement de l'interdépendance entre l'état de la biodiversité, des entités naturelles et la vie humaine, mais vous avez également un effet transgénérationnel qui est aussi intéressant, de montrer justement l'interdépendance, non pas entre une génération donnée et l'entité naturelle, mais également les devoirs que la génération actuelle a envers les générations futures. Et ça, c'est ce qui est énoncé dans le jugement du 5 mars 2018 en Amazonie, 5 avril 2018, hein, la Cour suprême reconnaît comme sujet de droit non seulement une partie de l'Amazonie, mais également les générations futures. Et elle dit, les sujets qui ne sont pas encore nés ont le droit de jouir des mêmes conditions environnementales vécues par la génération présente. Ça, cette notion de génération future est très importante également et est à relier évidemment à la reconnaissance de droit à la nature. Vous le voyez, on forme vraiment un tout qui dépasse simplement la génération actuelle. C'est l'idée d'imprimer dans le présent nos actions, une idée de l'avenir en accordant à des générations à venir, également la personnalité juridique. Ça, c'est pour ce qui est de l'interdépendance. Donc, nous l'avons vu, hein, avec le Gange et cette décision également sur les produits phytosanitaires argentins. Dans un deuxième temps,
et c'est là où on va être encore un peu plus large finalement que sur la vie humaine. On va s'intéresser également à la culture et aux pratiques sociales et même à l'organisation d'une communauté donnée. Ça, c'est pour ce qui est de la reconnaissance des droits bioculturels. Alors, c'est une théorie toute nouvelle. Est-ce que Nina, tu peux nous placer sur la diapo suivante? Merci. Donc, cette théorie des droits bioculturels, elle dépasse simplement l'existence de la vie humaine et elle y intègre le lien que une communauté donnée, une communauté locale, a avec la Terre. Alors, cette théorie, elle porte sur la reconnaissance des liens. Le droit bioculturel, c'est les liens qui sont importants. C'est le lien spirituel ou non qu'a une communauté donnée avec la Terre, le terrain. Donc, dans ces droits bioculturels, on peut y intégrer un certain nombre de droits, mais on y intègre surtout non pas l'existence même de la communauté, mais on y intègre également les pratiques qu'ont les communautés données en rapport avec l'entité ou la délimitation, l'écosystème, si vous voulez, mais également l'organisation qui en découle. Si vous voulez, c'est mettre dans le droit ce que les populations les autochtones et les populations indigènes ont toujours considéré comme évident, découlant du bon sens, à savoir leur gestion sociale, mais également la gestion, quelque part, des ressources de l'écosystème ou de la Terre en général. C'est reconnaître le lien que eux considèrent comme indéniable, inextricable, si vous voulez, puisqu'ils disent généralement, et cela des mots différents, mais si vous voulez, ça se retrouve en synthèse dans le discours des populations autochtones, des communautés, ils vous disent que la Terre, c'est eux, et la Terre leur appartient, mais ils appartiennent à la Terre. Et appartenir n'est pas entendu comme droit de propriété, comme nous l'avons, mais vraiment comme un lien beaucoup plus fort. De cela en découle le social, de cela en découlent les pratiques. C'est notamment ce qui s'est passé avec le jugement sur la reconnaissance de la personnalité juridique au fleuve Atrato en 2016 en Colombie. C'était à la fois la reconnaissance de droits bioculturels, donc des liens qu'ont les communautés locales avec les écosystèmes, mais également la reconnaissance de la personnalité juridique audit fleuve. Et ça, c'est assez intéressant de voir qu'on peut lier non pas simplement la reconnaissance de droits à une entité, mais également qu'on peut y lier quelque part les pratiques ou les coutumes des communautés données. C'est également ce qui s'est passé en Équateur, puisque Nina vous le disait, l'Équateur est pionnier, l'État pionnier plutôt, dans l'attribution, puisqu'elle le met directement au sommet de la norme, quelque part dans la Constitution, pour ne pas voir remise en cause, puisque c'est vrai que cette notion de remise en cause, elle a été souvent mise en avant, notamment nous, quand on avait commencé à s'interroger en XVIIIe siècle sur l'existence d'une constitution. On mettait en garde sur le fait que, attention, on adopte une constitution maintenant, mais qui nous dit que dans X années, elle ne va pas être remise en cause. Ça, on revient un peu sur si vous voulez, la notion d'interdépendance entre les générations, quelque part. Mais ici, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez dans l'Équateur des droits à la nature qui ont été reconnus et vous avez un certain nombre de litiges qui sont portés devant les juridictions, notamment en atteinte droit de la nature. Et vous avez un jugement, Sinangoeg Gemila, qui justement, à l'instar de la Colombie, reconnaît l'existence de droits bioculturels, donc le lien qui est fait entre les pratiques, les coutumes et l'existence, l'organisation de communautés données et la Terre dans son ensemble, et en même temps la violation des droits de la nature, puisqu'il s'agissait dans ce cas-là, comme malheureusement bien souvent des cas, des concessions minières accordées par l'État qui portent atteinte aux différentes entités, que ce soit la pollution par le fleuve ou des forêts. C'est bien souvent le cas. La jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, un peu comme notre Cour européenne des droits de l'homme, fait également énormément de... alors, ma phrase commence mal. Elle reconnaît assez souvent l'atteinte des droits d'une communauté via justement le droit bioculturel, la reconnaissance de théorie droit bioculturel. Alors, ce qui est intéressant dans cette théorie, pour terminer, c'est
c'est non pas le droit individualisé, mais c'est la reconnaissance d'un droit collectif, puisque, encore une fois, les droits biculturels se voient plus comme une collectivité de pratiques, de coutumes, ou d'un clan précis de données. Et c'est ça qui est aussi intéressant. On est vraiment dans un collectif et non pas sur une individualisation. Ça, c'est pour ce qui est de la théorie des droits bioculturels. Donc, volontairement, j'exclus, puisque on n'a pas vraiment de temps à se pencher sur cette question, mais cette théorie, elle provient surtout, je vous disais, des populations autochtones et notamment de la législation autour de ces populations qui définissent une population, qui reconnaît, etc. Donc là-dessus, je vous renverrai évidemment aux différents textes si vous me le demandez. Mais ici, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que cette théorie permet de reconnaître des liens entre une communauté donnée et un écosystème. Je vous ai mis une petite citation d'un professeur, Arturo Escobar, qui, selon moi, faisait mouche, puisque pour lui, les pays occidentaux, alors c'est encore une fois à mettre au conditionnel, mais c'était plus pour lui le concept de développement, surdéveloppement, auquel on a rajouté fâcheusement le terme de durable. Lui considérait que les pays occidentaux pouvaient avoir un lien assez étrange avec la nature qui mettait sous le prisme du développement. Donc, moi, j'aimais bien le côté théorique. Voilà, il l'a soumis, et notamment, pour la petite histoire, c'est que ce professeur est directement cité dans le jugement de 2016 de Colombie. Là, vous voyez où les juges sont extrêmement audacieux et vont aller piocher dans les références philosophiques, spirituelles, universitaires, académiques. C'est là où, quelque part, la force, pour moi, du jugement fait place. Nina, est-ce que tu peux passer sur la slide d'après? Je voulais vous montrer, pour terminer, que Nina vous a présenté effectivement le droit positif en France. Alors nous, dans ce qu'on a voulu vous montrer à travers les différents mécanismes juridiques, fictionnels, la personnalité juridique, les exemples qu'on a cités, on a voulu essayer de vous projeter sur que pourrait être une reconnaissance, comment on pourrait faire en sorte une reconnaissance. Bien évidemment, ce n'est pas une question dont la réponse peut se faire en 1 heure, mais vous avez à peu près quelques outils, quelques notions qui vous permettront d'y répondre. Alors, en France, vous savez, nous avons la Nouvelle-Calédonie, donc une collectivité jouissant d'un statut assez particulier, notamment depuis les accords de Nouméa de 1998, qui prévoit une autonomie législative sur certains sujets, mais toujours rattachée à la souveraineté de la République française. Alors, ici, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu un code de l'environnement, enfin, il est toujours en préparation, qui disposait dans son article L110-3, pardonnez le langage pour les non-juristes, mais c'est quand même intéressant puisque ça met en lumière un peu ce que je vous présente, c'est le principe unitaire de vie qui signifie que l'homme appartient à l'environnement naturel qui l'entoure, on est vraiment sur une notion interdépendance, et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel, constitue le principe fondateur de la société kanak. Vous le voyez, l'identité est rattachée à l'environnement naturel. De la terre en découle l'organisation sociale, le nom et le reste de leurs pratiques. Afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l'organisation sociale kanak, certains éléments de la nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Et là, vous le voyez, on voit s'accompagner à cette notion d'interdépendance, dans l'alinéa premier, de la reconnaissance de la personnalité juridique à des éléments de la nature. Et c'est ce que je voulais vous montrer dans la deuxième partie de cette présentation, après l'approche écocentrée des intérêts naturels non humains. Ceci étant dit, simplement pour rappeler, je vous le disais, que cette initiation, c'est vraiment une initiation dans le sens propre du terme, c'est-à-dire que vous avez quelques éléments, quelques notions, mais bien évidemment, nous avons volontairement exclu des notions comme la notion de gestion par le biais de communs, qui font bien évidemment partie des travaux et des recherches que nous menons toujours au sein de notre affaire à tous. Et un petit mot pour la fin, pour vous remercier déjà dans un premier temps, bien évidemment, mais surtout pour vous dire que
Nous, à notre affaire à tous, nous portons ce plaidoyer en reconnaissance des droits de la nature pour les raisons que vous avez pu apercevoir déjà au sein de cette initiation. Et nous le faisons à travers plusieurs outils. Mais bien évidemment, nous intéressons surtout aux droits et aux droits positifs français. Et nous nous intéressons également à la manière dont ont été reconnus les droits de la nature dans les décisions dans le monde. Je vous remercie pour cette présentation. Nina, je peux te laisser peut-être un petit mot pour la fin. Oui, vous remercie à nouveau et puis surtout d'être revenu avec nous. Et oui, peut-être vous signaler aussi que si le sujet vous intéresse, ce qui est quand même particulièrement formidable avec celui-ci, c'est qu'il est tellement novateur et encore tellement nouveau et encore en ébullition que vous pouvez vous-même, en vous engageant, par exemple, à nos côtés, venir un peu construire ce nouveau droit. Donc, c'est aussi ce qui est particulièrement chouette avec les droits de la nature. On va du coup laisser la parole à Valérie pour le mot de la fin. Et puis ensuite, on commencera à prendre vos questions. Déjà, je veux vous féliciter. J'ai trouvé que c'était clair. Vous avez su ne pas être trop perturbé, désarçonné par cette intrusion intempestive. Et je suis vraiment désolée. Je sais que certaines personnes avaient des enfants près d'eux. Donc, voilà, les risques d'un Internet pas très sûrs. En tout cas, merci. J'ai vu quelques commentaires dans le fil de discussion, en particulier sur le fait de rappeler effectivement que les peuples autochtones, les peuples dits premiers, c'est-à-dire les populations qui vivaient sur des territoires avant l'époque de la conquête et de la colonisation, ont beaucoup influencé effectivement cette évolution du droit. Mais je voudrais souligner quelque chose à ce propos parce que c'est important et ça nous permet en même temps, nous, de nous projeter dans cette évolution du droit que l'on pourrait embrasser. J'ai rencontré beaucoup aussi de représentants, de leaders autochtones me dire, mais en fait, on n'a pas forcément été les premiers à les mettre en application, ces droits, même quand on avait la possibilité de les inscrire. Par exemple, je pense aux nations indiennes des États-Unis qui ont leur propre constitution. Ils ont mis du temps à les inscrire dans le droit positif, c'est-à-dire le droit écrit. Pourquoi ? Parce que, et vous avez pu le sentir pendant cette présentation de Nina et Samy, même eux, si vous voulez, nous, en tant qu'Occidentaux, on a toujours du mal à intégrer profondément en nous le fait que nous sommes la nature. Nous parlons tout le temps de l'humain et la nature, notre relation avec la nature, mais nous sommes la nature. Nous sommes la nature qui se regarde elle-même. Et quand on décide en droit occidental, en droit positif, de reconnaître les droits de la nature, en fait, on se reconnaît des droits à nous-mêmes. On se reconnaît finalement le droit de vivre sur une terre où la vie est maintenue, où la vie est possible pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants. Et surtout, on descend de notre piédestal et on accepte de partager cette terre avec d'autres, en comprenant nos liens d'interdépendance avec les espèces animales, les espèces végétales, et en acceptant donc finalement de partager les territoires sur lesquels on vit avec toutes ces espèces, parce que c'est comme cela que la vie se maintient. Et intégrer cela est nécessaire pour envisager ensuite de pouvoir vraiment défendre cette théorie des droits de la nature. Et les leaders autochtones avec qui je discutais me disaient, pour nous, déjà, le mot nature n'existe pas dans notre langue. On ne sait pas se distinguer de la nature. Et puis, Nina et Samy vous l'ont expliqué, le rapport au territoire est totalement différent puisqu'ils considèrent qu'ils appartiennent à un territoire et non pas que le territoire leur appartient, d'où effectivement cette nécessité pour eux de faire reconnaître leurs liens et leurs droits bioculturels intrinsèquement liés donc aux droits des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Voilà. Donc c'est une vraie révolution mentale, philosophique, parfois même religieuse, que l'on doit mettre en œuvre. Et je lisais aussi dans le fil de discussion, pourquoi ne pas reconnaître aussi des droits, par exemple,
au système biochimique, aux minéraux. C'est d'ailleurs comme cela que j'ai travaillé avec d'autres juristes à une proposition d'amendement du statut de la Cour pénale internationale pour reconnaître le crime d'écocide, où j'explique que les cycles biogéochimiques font partie des sujets donc de droit qui doivent être reconnus parce qu'ils sont nécessaires là aussi au maintien de la vie. Et je vous lirai un texte de Adam Hussein Adam, qui était conseiller auprès de la Commission africaine des droits des peuples et de l'homme, et qui est la première en fait, commission qui a permis de reconnaître par exemple le principe des sites sacrés en Afrique et qui a aussi institué les prémices donc, des droits de la nature. Il expliquait que pour les Africains, la terre entière est sacrée. Dans le corps de notre terre, il y a des endroits qui sont particulièrement sensibles en raison du rôle particulier qu'ils jouent dans nos terres ancestrales. Nous appelons ces lieux des sites naturels sacrés. Chaque site naturel sacré joue un rôle différent mais important, comme les organes de notre corps. Toute la vie est imprégnée d'esprit. Les sites naturels sacrés sont enchâssés dans des territoires qui relèvent des domaines horizontal, vertical et énergétiques. Un territoire comprend les plantes, les animaux, l'esprit des ancêtres, toute la vie sur Terre, y compris les humains, et atteint les profondeurs de la Terre, dont le sous-sol, et plus loin, les roches, les minéraux, ainsi que les hauteurs du ciel jusqu'aux constellations célestes. Leur rôle et leur signification sont irremplaçables. Ce sont des centres de connaissance et d'apprentissage intergénérationnels et, au-delà, des sources de droit. Et c'est véritablement sur ce texte que s'est fondée toute la jurisprudence de la Terre d'aujourd'hui, le projet de déclaration universelle des droits de la nature qui est en discussion aux Nations Unies depuis 2010, et puis au-delà, donc, la Constitution équatorienne qui a été initiée par des mouvements citoyens et des peuples autochtones et qui finalement infuse à travers toutes les reconnaissances aujourd'hui des droits de la nature dans le monde, parce que même les juges, quand ils créent une jurisprudence, et c'est vrai que c'est plus facile dans les pays anglo-saxons qui s'appuient beaucoup sur la jurisprudence pour dire le droit, beaucoup plus que nous qui nous appuyons sur la législation en Europe, en France en tout cas, ça permet voilà, véritablement de comprendre quel est l'état d'esprit qui fonde ces droits bioculturels, ces droits transgénérationnels et au-delà, les droits de la nature. Ensuite, je voulais juste terminer, parce que ça n'a pas été dit, rapidement sur les projets de notre affaire à tous pour faire justement avancer cette philosophie du droit de la nature en France. On a créé avec d'autres associations partout en Europe un réseau européen des droits de la nature qui donc essaie justement de travailler en collaboration, d'échanger des propositions de loi, d'échanger des propositions d'amendements constitutionnels. Il y a un amendement constitutionnel en ce moment qui a été proposé en Suède sur les droits de la nature. Il y a un travail qui est mené en France pour amender la Constitution française pour reconnaître les limites planétaires. Il y a donc effectivement tout le travail qui est mené sur la reconnaissance du crime d'écocide, mais au-delà, donc participer par exemple au Parlement de Loire lors de ses auditions. Une équipe de notre affaire à tous travaille à la rédaction d'un ouvrage issu de ce Parlement de Loire. Il y a un projet de tribunal des droits des écosystèmes aquatiques en Europe qui va être mené pendant le sommet de l'IUCN, qui est l'Organisation internationale de conservation de la nature, qui est une organisation internationale, et ce sommet va avoir lieu à Marseille, qui aurait dû avoir lieu en juin, mais qui est reporté en janvier 2021, et où notre affaire à tous va présenter, par exemple, la défense d'un glacier devant ce tribunal. Voilà, donc je sais aussi que Marie Toussaint, qui est devenue députée européenne, travaille beaucoup sur des propositions au niveau européen de reconnaissance des droits des écosystèmes et des communs planétaires, et envisage aussi donc d'organiser un Parlement du Rhin
pour pouvoir associer les Allemands à cette démarche de manière à la rendre plus européenne, puisque le Rhin traverse nos deux pays, est à la limite de nos deux pays. Voilà un petit peu comment se construit un peu ces activités. Il y en a plein d'autres. Ça fait longtemps que vous êtes en ligne. Je ne vais pas toutes vous les raconter, mais je vous invite à suivre l'actualité de notre affaire à tous sur ces sujets-là, à éventuellement participer à des groupes de travail sur les droits de la nature si vous en avez envie, et puis à initier, comme cela m'est proposé régulièrement par des citoyens, à initier des actions sur le terrain. C'est comme ça qu'on est rentré en relation avec l'Assemblée territoriale de Corse qui travaille sur un pacte des droits de la nature. C'est comme ça que j'ai pu rentrer en relation avec la fondation, avec l'association Eau et Rivières de Bretagne qui envisage d'écrire une déclaration des droits des rivières, que des citoyens dans le Morbihan, en association avec des juristes et un juge, sont en train d'essayer de construire une jurisprudence et donc peut-être un procès pour pouvoir faire reconnaître le statut juridique de sujet de droit pour la Vilaine, qui est une rivière bretonne. Et donc, des initiatives émergent un petit peu partout et il y a d'autres moyens que de signer simplement des pétitions. Il y a finalement de reprendre pied dans le territoire dans lequel on vit et puis de faire un peu comme ces communautés américaines, il y en a plus d'une trentaine aujourd'hui, qui ont décidé de signer des chartes reconnaissant les droits des écosystèmes et des communautés locales de manière intrinsèquement liée sur leur propre territoire. Et je crois que la crise du coronavirus nous invite aujourd'hui effectivement à reprendre pied dans nos territoires et à reconstruire une résilience locale, mais aussi une gouvernance locale qui pourrait inclure dans cette gouvernance la parole des non-humains. Voilà, je vous remercie. Merci Valérie pour ces quelques mots. Merci beaucoup Valérie. Alors du coup, on va peut-être prendre quelques questions si vous... Je ne sais pas si tu en as noté, Clotilde, peut-être, tu veux nous les transmettre? Oui, pardon, je suis en train de les trier, parce que du coup, on a été un petit peu perturbé avec le changement de Zoom. On avait une première question qui était: le Sénat est-il prêt à réentendre une ébauche de loi sur l'écocide? Je crois que Valérie avait commencé à répondre sur le chat. Oui, en vraiment quelques mots. Donc, il y a effectivement eu 2 propositions de loi qui ont été présentées en 2019, une par le groupe socialiste du Sénat, une autre par le groupe socialiste du Parlement, donc une en mai et une en décembre. Simplement pour clarifier la situation, donc ces 2 propositions de loi n'ont pas été rédigées par les juristes de notre affaire à tous ou par moi-même. On a été sollicité sur des auditions. J'ai proposé des amendements au 2e projet porté par le groupe socialiste au Parlement qui ont été simplement débattus en séance. Donc, ça fait déjà plus de 2 ans maintenant que, par contre, on travaille sur un projet de loi dit idéal selon nos critères. Et je dois en débattre prochainement avec Delphine Batho. On n'a pas pu se voir à cause du confinement pour justement porter une proposition qui, idéalement, à mon goût, doit être absolument transpartisane, de manière à ce que ce ne soit pas un effet d'annonce ni un effet opportuniste d'un groupe politique en opposition à la majorité, par exemple. Voilà, donc j'espère que ça pourra être remis sur la table, mais j'avoue que pour l'instant, je suis surtout inquiète par le détricotage du droit existant en vue de la relance économique du pays. Donc il faut qu'on soit tous extrêmement vigilants à ce qui est en train de se passer, parce qu'on n'est pas du tout en train d'aller vers de l'innovation, on est plutôt en train d'aller vers de la régression du droit existant qui, déjà à l'heure actuelle, n'est pas suffisant face aux défis écologiques et climatiques. D'accord, merci beaucoup Valérie. J'essaye du coup de retrouver d'autres questions, mais il n'y en avait pas tant que ça, à moins qu'on les ait perdues à cause de tout ce qui s'est passé. J'en ai une que j'ai retrouvée là, qui est: pourquoi ne pas élargir à la biogé?
entre parenthèses, biologie, ainsi que éléments minéraux et ressources naturelles et systèmes dynamiques. Pas plus Oui, de c'est un petit peu précision. pour ça que c'est un petit peu pour ça que j'ai expliqué et que j'ai raconté donc ce commentaire du rapport qui avait été remis à la Commission africaine des droits des peuples et de l'homme pour montrer effectivement qu'il y a des initiatives qui sont portées par des populations autochtones ou des sociétés traditionnelles qui incluent dans les droits de la nature les droits de tous les composants de la nature, même quand ils sont dits non vivants, parce qu'ils participent à la création de la vie. Et donc, il s'agit effectivement donc des éléments chimiques, de la roche, du magma, etc. Donc, je crois que j'ai répondu plus ou moins à la question, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, j'avais fait attention effectivement à essayer, à travers ma conclusion, de répondre à certaines en tout cas, certains des commentaires qui avaient été faits. Oui, c'est vrai qu'il y avait plus de commentaires que de questions en tant que telles. Voilà. Quelqu'un demandait d'où venait la citation qui a été dite vers la fin, il me semble, mais je ne sais pas si vous avez ça en tête. Et sinon, on me dit qu'il y a beaucoup de questions sur le Facebook Live, donc je change de plateforme. Alors, c'est un rapport. Alors, comment je peux vous le... Je peux vous faire un copier-coller. C'est extraordinaire, la technique, quand même. Donc, sur la citation que je vous ai faite, vous la retrouverez ici. Et vous la retrouverez donc probablement sur le site de la Gaia Foundation, qui est une des associations donc, qui travaille sur les droits de la nature, mais particulièrement en Afrique. Voilà. Et la résolution sur la nécessité de reconnaître les sites naturels et territoires sacrés en Afrique, il s'agit de celle-ci pour ceux qui veulent vraiment en savoir beaucoup. On ne vous l'a pas dit, mais l'Ouganda, cette année, c'est le premier pays africain à avoir reconnu, au-delà des sites sacrés, les droits de la nature dans la loi. Simplement, on n'en fait pas la publicité, puisque les associations qui ont réussi à obtenir cette loi ont demandé à ce qu'on ne la publicise pas tant que les décrets d'application n'ont pas été appliqués pour que Museveni ne fasse pas marche en arrière, d'autant plus que Total veut forer dans le parc des Murchison Falls, et donc, de fait, viole les droits bioculturels et les droits de la nature de ce fait. Alors, pour ce qui est des fleuves et sites sacrés en Guyane, il y a une initiative en ce moment qui est en train d'être montée par le Conseil coutumier de Guyane et l'association Wild and Legal pour justement obtenir une première jurisprudence de reconnaissance, par exemple, des droits du Haut-Maroni. Donc l'association s'appelle Wild Legal. Alors juste avant cette question sur la Guyane, on avait une question juste au-dessus qui était « Nous tentons de faire reconnaître nos fleuves et nos... » Pardon, c'est pas celle-ci, je me suis trompée. Est-ce que l'on peut considérer la reconnaissance du patrimoine immatériel des peuples autochtones au droit bioculturel? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nina et Samy, mais pour moi, oui. Oui, complètement, c'est complètement lié, en fait. C'est même l'objectif. C'est même l'objectif, puisque les droits bioculturels sont justement là pour consacrer les liens spirituels, culturels et d'apprentissage, donc de source de connaissances des peuples autochtones par rapport à leur territoire ancestral. Très bien. Alors, j'enchaîne. Quelqu'un de la Drôme qui nous demande « Bonjour, nous envisageons de travailler à la reconnaissance de la personnalité juridique de la Drôme. Un référendum local peut-il fonctionner ?» Alors, en France, on est un pays qui n'est pas assez décentralisé pour cela, dans le sens où les collectivités locales ne peuvent pas légiférer sur certains types de domaines, en particulier le domaine du droit de l'environnement. Et en plus, l'État est en train de donner de plus en plus de pouvoirs aux préfets et des pouvoirs dérogatoires
vis-à-vis même du droit de l'environnement. Donc, on est plutôt dans une phase inverse. Mais c'est vrai que je vous propose, de vous inspirer de la manière dont fonctionnent les villes américaines. Et là, je vous invite donc à aller visiter le site. Je ne vous mets pas les liens, mais je vous donne juste les noms des associations, de manière à ce que vous retrouviez voilà, le CELDF. Vous allez voir comment effectivement ces communautés locales s'organisent pour revendiquer des droits pour eux-mêmes et pour les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce qui est possible de faire, et c'est ce qu'ont déjà fait certaines grandes villes, même par rapport aux engagements climatiques, ou même par rapport au respect de du projet de déclaration des droits de l'humanité qui pose des droits transgénérationnels, c'est finalement de décider de s'appliquer à soi-même, comme veut le faire l'Assemblée territoriale de Corse, des règles, des principes, mais il y a toujours un risque, effectivement, que l'État, l'État, à un moment donné, bloque le processus, comme ça s'est passé, par exemple, pour le lac Erie, où il y a eu un référendum, et où ensuite, la Chambre des représentants, lors d'un vote du budget, et sous la pression du lobby agro-industriel, a considéré qu'eux ne respecteraient pas le choix par référendum de la population, parce qu'ils considéraient que l'humain primait sur la nature et que la nature était... alors, c'était encore pire que ça. Ils ont expliqué que pour eux, la nature n'était pas vivante et donc n'avait aucun droit sur l'humain. Voilà, donc je pense que c'est une initiative intéressante à mener, mais peut-être que vous Samy, toi qui es plus au courant que moi du droit français, tu pourras expliquer comment l'État peut essayer de contrer ce type de référendum. Ouais, alors tu l'as bien dit, c'est la valeur symbolique, de toute façon, ici, qui va se jouer, puisque la reconnaissance ne pourra pas se faire via un référendum local. Il faut nécessairement que l'État soit derrière pour reconnaître. À mon sens, ça passera plus par une loi, donc au niveau du Parlement, mais au niveau local, ce qui peut être intéressant avec cette charte, Valérie, tu le disais, effectivement, c'est la contrainte qu'on se donne à nous-mêmes en adhérant à cette charte, ce qu'ont fait un peu les villes américaines. Donc, quelque part, il y aura un côté très symbolique, puisque nous reconnus par le droit positif, le juge ne se basera pas sur ça pour statuer quoi que ce soit. En revanche, l'adhésion ou les multiples adhésions autour d'une telle charte pourraient inciter, on va dire indirectement, le législateur dans ses travaux ou commencer à, diffuser un petit peu l'idée au-delà de la Drôme et dans d'autres régions. Donc, le caractère symbolique, pour moi, me semble déjà très utile pour la diffusion, mais le droit ne s'emparera pas d'une telle charte, puisque ne sera pas décidé par les pouvoirs en place, donc à savoir l'État, notamment déconcentré par la préfecture. Et le juge, à moins d'avoir un juge très ambitieux, comme on a pu l'avoir pour les décrocheurs des portraits de Macron, qui avait détourné un petit peu la conception de l'état de nécessité, à moins d'avoir un tel juge dans la juridiction de la Drôme, je vois vraiment mal le succès, quelque part, juridique de cette chose. Donc vraiment le caractère symbolique, mais encore une fois, le caractère symbolique, il permet de diffuser la théorie dans le reste, et le législateur, il n'est pas insensible ni sourd à ce qui se passe dans ces différentes régions et départements. Il s'y inspire allègrement, par des amendements, par des travaux, par des rapports. Donc, c'est quelque chose à favoriser quelque part. Ouais. C'est un peu comme le principe d'un droit coutumier, d'une coutume qui finit par rentrer dans le droit positif à travers la prise en compte de la coutume dans une jurisprudence. C'est un petit peu... Oui, c'est ça. Mais on n'en est vraiment qu'au début, donc il faut tenter, quoi. Merci beaucoup pour vos réponses. J'enchaîne du coup avec les questions suivantes, et notamment une personne qui posait une question double, qui était: est-ce que les espèces protégées ont un droit particulier? Et en deuxième partie, est-il possible de porter des affaires en justice au nom des droits bioculturels d'autrui aujourd'hui en France? Alors, sur la première, donc,
quand on reconnaît de manière générale les droits de la nature, c'est-à-dire qu'on reconnaît en fait à chaque élément de la nature, à chaque écosystème, à chaque espèce, je ne parle pas d'individus, je parle d'espèces, à chaque espèce et à chaque écosystème, végétal ou animal, son droit à jouer son rôle dans le maintien de la vie sur Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien évidemment, et vous avez beaucoup de cas comme cela, par exemple en Équateur, l'Équateur donc a reconnu les droits de la nature dans sa constitution en 2008, ça veut dire qu'il y a 12 ans, et était un terrain d'exploration passionnant parce qu'en fait, il y a eu énormément de procès qui ont été menés au nom d'intérêts de la nature, menés soit directement par le ministère public, soit par la société civile, soit par des communautés locales. Et plus de 25 procès ont été gagnés au nom des intérêts de la nature. Mais on se rend compte en les regardant que bien évidemment, il est plus facile pour le juge de défendre une espèce qui est en voie d'extinction, qui est menacée, qu'une espèce qui ne l'est pas, puisque justement, par le fait même que cette espèce disparaît, d'accord, elle ne peut plus jouer son rôle écosystémique, elle ne peut plus jouer son rôle dans le maintien de la vie. Donc, quand le juge équatorien a été saisi d'une affaire où un bateau chinois de 100 mètres avait 6220 requins à bord qui avaient été tués pour en prélever les ailerons, il a considéré qu'il y avait une atteinte aux droits de l'espèce requin et il a considéré même que cette atteinte était si grave qu'elle était criminelle. Parce que l'espèce étant de ce fait en voie d'être décimée aux Galapagos, elle ne pouvait plus jouer son rôle au niveau de la chaîne alimentaire et du maintien de la vie dans l'océan. Et donc, il a condamné à une peine de prison le capitaine, l'équipage, il a fait détruire le bateau et il a donné une amende à l'armateur. Donc, il a reconnu un écocide. Voilà. Donc, forcément, dans le jugement, le juge va prendre en considération le fait qu'une espèce est déjà en voie d'extinction pour graduer, je dirais, sa peine ou son jugement. Mais ce n'est pas le critère initial. Le critère initial, c'est le fait qu'une espèce a un rôle à jouer et qu'on doit préserver son rôle à jouer. Vous comprenez? Merci beaucoup. J'espère que les personnes pourront mettre dans le chat s'ils ont bien compris ou non, mais je pense que c'était clair. Du coup, question suivante, c'était quel est l'équivalent du Queen's Canopy dans le monde francophone? Je ne sais pas ce que c'est que le Queen's Canopy. Eh bien, moi non plus. Donc, peut-être que la personne qui a posé cette question pourrait nous le mettre dans le chat, mais sinon, je passe à la question suivante. Alors, quelle possibilité pour le droit de la nature dans un pays comme la France où la quasi-totalité de la nature dite sauvage a été administrée? Oui, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'on parle de renversement de l'échelle des normes et de révolution juridique. Si on reconnaît, il y a plusieurs options en fait, si vous voulez. Soit vous avez l'option globale qui est de reconnaître les droits de la nature en général, et dans ces cas-là, il faudrait le faire idéalement dans la Constitution, parce que en fait, vous posez dans la Constitution le principe d'interdépendance qui nous caractérise en disant pour préserver les droits fondamentaux de l'humanité et des générations à venir, il faut reconnaître les droits de la nature. Et donc, c'est, je dirais, une obligation qui précède les droits humains. C'est-à-dire que reconnaître les droits de la nature vont permettre de protéger les droits humains et le droit commercial, et donc, sous-entendu, la liberté d'entreprendre, voire même le droit de propriété individuelle, doivent s'assujettir aux deux autres niveaux de droit, donc au respect des droits fondamentaux des humains et au respect des droits fondamentaux de la nature. Donc ça demande une révolution copernicienne, très clairement. Après, il y a une autre manière de le faire, et c'est ce qu'ont fait certains États, comme la Nouvelle-Zélande, etc., ou l'Inde, c'est de dire il y a des écosystèmes qui sont en danger, qui sont nécessaires pour la République, par exemple, si je parle vraiment en termes de droit français, c'est-à-dire que
un petit peu comme le juge aux Pays-Bas au moment du procès climatique a expliqué que l'État avait comme obligation de protéger sa population et son territoire. Alors, des écosystèmes qui sont trop en danger sur le territoire français ont besoin d'être préservés et donc on doit prévenir les atteintes futures. Et pour cela, la meilleure des façons, et c'est ce qu'a fait la Cour suprême colombienne en reconnaissant la personnalité juridique à l'Amazonie colombienne qui était trop déforestée et qui a donc été saisie par la jeunesse en disant on déforeste trop vite cette forêt, on emballe le climat et on porte atteinte à notre droit à un environnement sain. La Cour française pourrait dire eh bien, je considère que, je ne sais pas moi, la forêt des Vosges, les Calanques, le Rhône sont des écosystèmes nécessaires à la protection du territoire et de la population française. Et donc, à ce titre, je lui donne une personnalité juridique. Et je crois beaucoup plus en France à une jurisprudence, donc à une décision d'un juge, que de l'obtenir par le droit, en tout cas dans le cadre des gouvernements que l'on a depuis quelque temps et que l'on risque d'avoir demain. Voilà. Mais la fédération, par exemple, des Verts américains, et je viens de voir passer un texte des Verts européens, demande aujourd'hui la reconnaissance des droits des écosystèmes. Et donc, effectivement, si, comme en Autriche, on se retrouve avec un gouvernement écologiste, on pourra peut-être espérer un renversement de l'échelle des normes. Et quand je dis écologiste, je ne parle pas des Verts seulement, parce qu'il y a d'autres partis qui sont écologistes, voire même qui sont encore plus adeptes de l'écologie intégrale. Je ne fais pas de prosélytisme, je fais juste du pragmatisme. Merci beaucoup. Du coup, entre-temps, j'ai trouvé ce qu'était le Queen's Canopy. Et apparemment, c'est un programme de conservation de la forêt au sein du Commonwealth. Et la personne, du coup, demandait si on avait quelque chose d'équivalent en France. Pas à ma connaissance, puisque on a tenté, par exemple, de créer un statut spécial pour le parc amazonien de Guyane. Et puis, l'État a lui-même violé en permanence ce qu'il avait institué à travers l'idée d'une protection de l'Amazonie guyanaise, puisque il a décidé d'une part d'en sortir les populations autochtones. Elles n'avaient le droit d'y être que si elles devenaient des guides touristiques, et donc n'avaient même plus le droit d'aller y chasser ou pêcher. Elle a autorisé un temps de leur paillage légal à travers, par exemple, le projet de Montagne d'Or. Donc, non, je n'ai pas du tout le sentiment que la France soit dans cette optique-là. Il y a aussi des démarches qui sont menées parce que, par exemple, la France a le plus grand territoire maritime du monde par les côtes qu'elle a à travers les territoires d'outre-mer. Et donc, il y a des initiatives en France qui sont menées pour reconnaître des droits à l'océan ou, en tout cas, élargir les zones de protection maritime. Mais là aussi, c'est encore... par exemple, en Corse, où j'entends des initiatives les plus innovantes, parce que les Corses ont le droit de légiférer et de déterminer quels sont les espaces protégés sur leur territoire. Et donc, ils sont en train de se demander s'ils ne vont pas donner un statut juridique à leurs espaces maritimes pour mieux les protéger. Mais ça ne vient pas du haut, ça ne vient pas de l'État pour l'instant. D'accord, merci. Du coup, il me semble que j'ai encore une ou deux questions et je suis vraiment désolée si j'ai perdu des questions en route, mais vous pouvez peut-être les reposer ou sinon nous envoyer des mails et on y répondra avec plaisir. La question suivante, c'est donc au niveau du droit international, des Nations Unies et de la Cour pénale internationale, pourriez-vous nous dire où nous en sommes au niveau des droits de la nature? Et est-ce qu'il y a des actions fortes qui sont en cours de préparation? C'est encore pour moi, je crois. Hein. Je suis désolée. Expert que nous sur le droit international. Oui. Ok. Alors, donc, au niveau des Nations Unies, donc, l'initiative Harmony with Nature a perdu son allié principal, qui était la Bolivie, là où a d'ailleurs pris pied, donc en tout cas, a émergé le projet de Déclaration universelle des droits de la nature. Donc c'est un programme qui a de moins en moins de financement,
du fait justement que la Bolivie en ce moment vit une crise politique, une crise institutionnelle. Et donc, j'ai pas grand espoir que pour l'instant, les droits de la nature soient reconnus par le biais d'un texte des Nations Unies. On s'achemine beaucoup plus au sein des Nations Unies sur des textes de consensus, et encore, puisque même le Pacte mondial pour l'environnement, qui était un texte de consensus, qui posait simplement 11 principes internationaux du droit de l'environnement, de manière à ce qu'il y ait une harmonisation, je dirais, des innovations juridiques du droit occidental à travers le monde, n'a même pas réussi à prendre pied, parce que dès le début des négociations, par exemple, les États-Unis ont tout bloqué et ont fait valoir leur souveraineté nationale. Donc j'ai beaucoup plus d'espoir au niveau de la Cour pénale internationale, qui est un organisme, je le répète, indépendant des Nations Unies, même si elle peut être saisie par le Conseil de sécurité ou le secrétaire général des Nations Unies. Elle a un fonctionnement qui est indépendant, elle est financée par les États, mais les décisions qui y sont prises en termes de, par exemple, d'amendement du statut de la Cour, ne sont prises que par les États qui en sont signataires. Et les États signataires sont principalement des États du Sud ou des États vulnérables au changement climatique. Et donc, il y a beaucoup plus d'espoir parce que les États qui ont peur de la Cour, comme les États-Unis, n'en sont pas signataires et donc ne peuvent pas voter pendant les assemblées générales. Donc ça, c'est stratégiquement extrêmement intéressant. Et ça avance malheureusement comme avancent les conséquences du changement climatique, c'est-à-dire que par exemple en décembre, début décembre 2019, lors de l'Assemblée générale des États parties à la Cour pénale internationale, pour la première fois en Assemblée, 2 États, et ce n'est pas un hasard, ce sont des États insulaires du Pacifique, le Vanuatu et les îles Marshall, ont demandé à ce que des débats s'ouvrent sur la reconnaissance du crime d'écocide. Donc, on a une volonté de la part de ces États aujourd'hui de faire reconnaître finalement les atteintes au climat comme des crimes et d'allier à travers la notion de crime climatique le principe du respect de toutes les limites planétaires et donc la reconnaissance du crime d'écocide. Et je pense que des États africains qui vont subir de plein fouet de plus en plus le changement climatique vont finir par s'allier à cette demande. Mais c'est vrai que j'essaye de peser dans le débat européen et français pour qu'un État puissant comme la France puisse être leader sur la question, parce que si un État puissant porte ce message, alors il sera beaucoup plus facile de fédérer d'autres États autour de cette initiative qu'un État du Pacifique dont finalement la plupart des pays riches se moquent. Voilà, donc c'est pour ça que je continue sur ce terrain-là, plus que sur le terrain des Nations Unies, où je crois qu'on est face, malheureusement en ce moment, à sa perte de vitesse et à sa capacité à préserver la paix et la sécurité humaine. D'accord, merci beaucoup. Je vais poser peut-être la dernière question parce que je viens de voir l'heure, il est quand même 20 heures, même si on a été coupé, ça fait beaucoup. Et on répondra à vos questions par mail si vous le souhaitez. Alors, du coup, existe-t-il un arsenal juridique pour les communs en France, un recueil de normes ou des instruments juridiques applicables au niveau local? Vous voulez répondre? C'est pour sa mise. Pourquoi? Parce que ça parle des communs. Alors, j'ai peut-être moins de connaissances que toi, Valérie, sur l'existence d'arsenal juridique en rapport avec les communs. La théorie, oui, il en existe plein. Les recherches, il y en a beaucoup. Après, la reconnaissance en tant que telle d'un instrument, à part les chartes, et je pense aux chartes surtout en rapport avec la forêt, l'utilisation du bois, la gestion du bois, et éventuellement la labellisation aussi qui s'intéresse à ça. À part ça, je pense que je me trompe peut-être, ou des coutumes aussi, qui pourraient exister dans certains pans du territoire. Je ne vois pas d'arsenal juridique en rapprochement avec les communs. Après, je pense qu'il faut creuser la question. Peut-être que Valérie, tu as peut-être plus d'éléments que moi sur ce sujet, ou Nina, hein, parce que tu me mets automatiquement le sujet des communs dans la bouche, mais tu peux peut-être, si tu as éventuellement d'autres choses.
Nina? Ouais, non, pas rien de particulier à ajouter. Alors, c'est un sujet en soi, les communs. Donc, c'est vrai que c'est compliqué parce que qu'est-ce qu'on appelle des communs? Est-ce qu'on appelle des communs au sens du Moyen Âge, par exemple, ou des communs en Grande-Bretagne? Moi, quand je parle de communs, je parle de res communes, c'est-à-dire des lieux qui ne sont pas sous la souveraineté d'un État. Il s'agit par exemple des eaux extraterritoriales, il s'agit de l'atmosphère, il s'agit pourquoi pas de et encore. En fait, il y a donc des espaces naturels sur Terre qui sont considérés sans propriétaire, mais le problème, c'est que comme ils ne sont pas des sujets de droit, ils sont exploitables par tout le monde. Et de ces communs, vous pouvez créer de la propriété. C'est-à-dire que vous prenez une bouteille vide, vous allez dans une rivière, vous pouvez considérer que, par exemple, le centre de la rivière, l'axe central de la rivière, et encore, hein, est un commun, parce que en fait, la plupart du temps, les gens qui sont riverains du rivière ont un droit de propriété sur une partie de la rivière. Hein. C'est pareil pour les côtes. Hein. La France est souveraine sur 300 miles nautiques. Et puis après, effectivement, on rentre dans des communs. Si vous prenez votre bouteille d'eau, vous allez donc dans une nappe phréatique, vous allez dans un lac, vous allez dans une rivière, vous remplissez votre bouteille, l'eau qui est dans cette bouteille devient la vôtre et vous pouvez la vendre. Donc, il y a une révolution. C'est pour ça qu'on parle de la révolution des communs. Il y a une révolution à faire sur la notion de commun qui doivent effectivement aujourd'hui, à mon sens, devenir des sujets de droit pour que justement on mette en place un gardiennage et une gestion partagée de ces lieux, mais que ces lieux existent en tant que tels pour leur valeur intrinsèque et ne puissent pas être donc assujettis à la manière dont notre droit occidental fonctionne, qui va faire primer coûte que coûte le droit de la propriété privée. Et je terminerai par une petite anecdote que je trouve passionnante. C'est un agriculteur américain donc qui avait un acte de propriété sur sa terre et qui était donc menacé par des projets de fracturation hydraulique avec un droit de préemption de l'État sur son territoire. Et il ne trouvait aucune parade. Et la parade qu'il a trouvée, et que je trouve extraordinaire, c'est d'aller voir le notaire et de dire au notaire, je fais par un acte notarié officiel, j'institue le fait que ma terre n'appartiendra plus qu'à elle-même. Elle deviendra propriétaire d'elle-même. Et à ce titre, par cet acte notarié, plus personne ne pouvait négocier avec lui sur le fait de pouvoir exploiter son territoire ou lui-même de pouvoir. Voilà. Et il s'est donné simplement un droit d'usufruit sur cette terre. Est-ce que je peux rajouter une petite chose? Je vois que Bien M. sûr. Jasper est dans le chat et il nous souffle des idées, effectivement, en rapport, oui, je vous dis enfant, en rapport effectivement avec les communs. Alors effectivement, au niveau du droit administratif, il y aurait des mécanismes, hein, il y a des mécanismes, notamment ce qui est en rapport avec l'occupation d'un certain domaine. Oui, l'obligation réelle environnementale, effectivement, qui a fait son apparition il y a peu dans le code, que je maîtrise peu, donc je ne pourrais pas vous en parler de manière détaillée, mais moi je m'intéresserai plus peut-être effectivement aux solutions locales. Alors vous avez l'autorisation d'occupation du domaine public qui peut être soit consentie, soit concertée avec la Convention. On peut envisager effectivement, je sais que la SNCF le faisait pas mal, qu'on ait un pan du territoire, notamment un bout de forêt ou autre, qui serait consenti en échange d'une bonne gestion durable, par exemple, de la ressource bois ou des terres en général. Donc oui, il y a effectivement un arsenal législatif, juridique, c'est vrai qu'il ne m'est pas paru tout de suite en tête, mais merci Monsieur Jaspard de nous l'avoir soufflé. Mais effectivement, il y a quelques mécanismes qui nous permettent d'arriver quelque part au commun. Ouais, après, ça dépend effectivement de Alors, la délégation ouais. du pouvoir central quelque part, hein, aux collectivités ou autres. Mais oui, il en existe. En tout cas, d'arriver au bien commun, mais pas au commun. Ce que je veux dire par là, et c'est toute la subtilité, c'est que et tu l'as dit hein, dans la manière dont tu l'as expliqué, on peut avoir une gestion commune d'un territoire qui est consentie. Donc, à partir du moment où on parle de bien,
on parle d'un principe de propriété, d'un principe d'appropriation. Et c'est toute la difficulté que je rencontre, même avec des juristes qui travaillent sur ces sujets-là, et même sur les droits de la nature. C'est l'habitude de ces termes, mais il faut penser au sens des termes. Et dès qu'on parle de bien commun, on parle de quelque chose, même si on la gère en commun. C'est toute la différence avec la collectivisation, par exemple, dans le communisme et dans la théorie de Marx, qui n'était pas du tout contre la propriété privée. Il était contre l'appropriation des outils de production par une seule personne. Mais par contre, il n'était pas contre la propriété privée. Et donc, on peut avoir un principe de propriété privée collectif. Et c'est là où on peut rentrer effectivement dans cette politique des communs applicable en France. Mais avant d'en arriver à reconnaître les communs pour leur valeur intrinsèque comme sujet de droit et se voir, nous, comme des locataires, alors ça, c'est une autre aventure. Hein. Alors, il me semble qu'on avait une petite question pour savoir si on avait des textes à recommander ou des newsletters, des sites internet pour se tenir au courant sur les droits de la nature en général et sur les jurisprudences. Donc déjà, je vais me permettre de signaler notre propre site internet de Notre Affaire à tous qui relaie quand même ces informations. On a aussi une newsletter fort intéressante à laquelle vous pouvez vous abonner. Et après, sinon, en termes de ressources aussi, on travaille à ça. On va sortir des choses prochainement. Et en attendant, sinon, sur le site de Harmony with Nature, donc l'initiative dont parlait Valérie tout à l'heure, ils ont une ressource, des données. C'est une banque assez formidable sur la question, ou encore sur le site, je pense à la Global Alliance for Nature Rights, donc la GARN. Vous pourrez trouver à nouveau plein de contenus intéressants. Mais oui, n'hésitez pas à visiter notre propre page internet qui regorge de faits fort intéressants. Je ne sais pas si vous avez d'autres ressources qui vous viennent à l'esprit comme ça. Nous, après oui, après le problème, donc, c'est qu'effectivement ces sites sont anglophones, donc on est tous en train de travailler au sein du réseau européen des droits de la nature à un site qui puisse être francophone, anglophone, germanophone, vous puissiez retrouver toutes ces informations réunies. Il y a aussi un manuel des droits de la nature qui est en préparation et que je crois qu'on peut commander là aussi auprès de Wild Legal. Et puis il y a Nicolas Blin qui avait à un moment donné fait un site en français qui s'appelle droitdelanature.com, je crois. Qui est un site qui n'est pas un site militant dans le sens où il n'est pas rattaché à une association et il ne présente pas d'action, mais qui en parle assez bien aussi. Non, je ne me présenterai sûrement pas au présidentiel, mais voilà. Après, vous pouvez aussi lire mes bouquins si vous voulez, puisque je parle aussi des droits de la nature dedans. Non, je ne ferai pas de politique, Denis. Jamais. Je crois qu'on va pouvoir conclure sur cette petite note. Ah pardon, Clotilde, vas-y. Non, pardon, je ne savais pas qui allait conclure, mais je pense que du coup, il y a plus de questions. Je voulais juste dire encore désolée pour ce qui s'est passé tout à l'heure et merci d'être resté avec nous. Et du coup, si ça vous a intéressé, on vous invite vivement à nous contacter, à nous envoyer des suggestions et même à nous rejoindre le groupe de travail Droits de la nature chez Notre Affaire à tous qui se bat pour ce beau combat essentiel. Voilà, je ne sais pas si vous voulez conclure avec un autre mot, mais je pense qu'on peut se dire bonne soirée et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci tout le monde. Merci Nina, merci Valérie. Au revoir tout le monde, merci. Merci beaucoup Nina, salut Valérie. Beaucoup, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bye bye.